Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir au nom de l'UBP à la présentation des perspectives d'investissement 2021. Avec mon collègue Christophe Valette, responsable Sales pour la France, nous avons décidé de faire un événement conjoint avec nos partenaires institutionnels et gérants de patrimoine provenant de France et de la partie francophone de la Suisse. Vous êtes ce matin 130 personnes inscrites pour partager avec nous l'heure qui va suivre dans le meilleur des mondes et bien évidemment, cela nous fait extrêmement plaisir. S'exprimeront ce matin tout d'abord Patrice Gautry. Patrice, j'ai envie de dire, et je crois que je le dis chaque année, on ne le présente plus, c'est notre chef économiste depuis 20 ans. Il est connu à Paris et en Suisse romande car il fait également les perspectives régulièrement avec nous. C'est l'homme qui décortique tous les chiffres qui égrènent notre quotidien et qui rend lisible la macroéconomie, et c'est un homme essentiel de nos dispositifs de gestion à l'UBP. Avec Patrice, on va voir la vision de l'UBP en termes macroéconomiques pour l'année prochaine, et puis également les principales visions, stratégies d'investissement. Vous le savez également, pour la plupart d'entre vous, Patrice est régulièrement sur BFM TV, en duplex depuis Genève, le vendredi matin à 10h, et c'est également un des chroniqueurs préférés de Marc Fiorentino, dans C'est votre argent, qui a lieu également régulièrement sur BFM. Avec Christophe Valette, nous avons jugé intéressant d'avoir un deuxième speaker avec Fares Benouari. Fares fait partie de l'équipe Swiss and Global Equity, basée à Genève, une équipe stable, robuste, en place depuis 2006. Et puis, Fares est également le co-gérant du fonds UBAM 30 Global Leader. Ce fonds fait une nouvelle année fantastique, on avance de plus de 6% sur son indice de référence, et nous avons jugé intéressant de voir avec Fares si les vertus et la robustesse du processus d'investissement mis en place encore une fois depuis 2006 permettent d'aborder l'année 2021 sereinement. Pour mémoire, l'équipe Swiss Global basée à Genève gère à peu près 4 milliards de francs suisses aujourd'hui, 2,2 milliards en actions suisses et le reste en actions étrangères. Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions via l'application. Elles seront traitées à la fin des deux présentations. Et c'est mon collègue Christophe Valette qui animera cette partie. Le tout devrait durer à peu près 1 heure. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Et sans plus tarder, Patrice, je te passe la parole. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces perspectives qui seront effectivement certainement à l'aube d'une nouvelle ère et d'une nouvelle année parce que effectivement on est dans des conditions assez bizarres. Alors pour aller tout de suite en direct avec les perspectives économiques, donc mon exposé sera en 2 temps. On va d'abord parler de la macroéconomie, puis on va parler des changements importants qui sont intervenus dans la stratégie et qui vont certainement être des conducteurs importants pour toute l'année 2021. Alors tout d'abord sur l'angle économique. Alors, effectivement, c'est un scénario positif que l'on attend donc en 2021. On était déjà en attente, effectivement, d'une reprise d'activité. Et puis, il y a effectivement les événements qui sont intervenus dernièrement avec cette nouvelle vague de Covid que l'on a notamment en Europe, mais aussi avec quelques traces d'ailleurs en Asie, avec aussi un point important en termes de contagion également du côté des États-Unis, New York notamment. Donc, on voit bien qu'on est effectivement sur cette fin d'année sur une situation un petit peu bizarre, un petit peu particulière, puisque comme vous le voyez sur le slide, eh bien en fait la croissance mondiale va ralentir après un excellent 3e trimestre, elle va ralentir significativement et en termes agrégés pour les pays développés, on devrait même passer en territoire légèrement négatif. Donc ce que l'on attend pour 2021, c'est une reprise, alors reprise mécanique puisque l'année 2020 a été une année de récession d'ailleurs contenu pour un certain nombre de pays. Et c'est ça le point important qui va, à mon avis, dominer pour 2021. C'est que la reprise, certes, s'effectue pour tous les pays, mais tous les pays ne seront pas logés à la même enseigne. Et il faut voir, effectivement, dans cette reprise 2021, quels sont les pays qui sont leaders. Et les pays qui donnent le plus de sens à l'activité mondiale, eh bien, encore une fois et sans surprise, ce seront les États-Unis, la Chine et, au sein de la zone euro, bien entendu, donc l'Allemagne.
Et on voit effectivement sur le slide qui est présenté avec le graphe qui est en bas à gauche, eh bien, vous avez effectivement, par exemple, la croissance chinoise l'an prochain, proche de 8%, et sur un scénario aux alentours de 5%, voire plus, mais aux alentours de 5% de croissance mondiale, eh bien, la Chine, par son poids, devrait contribuer pratiquement à la moitié, en fait, de la croissance de 2021. Les États-Unis contribueraient également près d'un point de croissance supplémentaire. Et puis après, bien entendu, ce seront les autres pays émergents et la reprise dans les autres pays développés. Ce qui est important à noter et à avoir en tête, c'est que ces trois pays-là, effectivement, vont être des donneurs d'ordre, en fait, de reprise. Et il faut que le consommateur américain, que le consommateur chinois soient en excellente forme pour qu'effectivement la reprise européenne dans sa globalité puisse prendre forme, ainsi qu'une relance mondiale. Donc, une reprise, certes, mais une reprise qui ne sera pas, je dirais, à la même aune dans tous les pays, dans toutes les régions. Et ce qui est important, c'est si les trois grands pays, les États-Unis, la Chine et l'Allemagne au sein de la zone euro, sont au rendez-vous, eh bien, effectivement, on aura un scénario de croissance, on devrait avoir un scénario de croissance qui est tout à fait positif et résorber les écarts progressivement entre pays, entre régions et entre secteurs, puisque on voit bien, on finit l'année 2020 avec un secteur des services qui est plutôt malade, alors que le secteur manufacturier conserve encore, je dirais, un momentum qui est plutôt positif. Alors, la grande nouvelle, bien entendu, que l'on a eue récemment, cela concerne le virus. Et la question à laquelle on propose une réponse sur le slide suivant est qu'est-ce qu'il advient de cette croissance mondiale dans un environnement où un vaccin est disponible et est dispensé. Alors, premier point, attention bien entendu au calendrier, je dirais, de vaccination. Celui-ci est important, même si on a maintenant la chance d'avoir à disposition peut-être plusieurs vaccins. Et en faisant l'hypothèse que ceux-ci sont produits suffisamment, on va avoir bien entendu des priorités dans la vaccination de tous les groupes de population. Et bien entendu, le secteur de la santé, les personnes âgées seront, quel que soit le pays, quelle que soit la région, certainement les premiers bénéficiaires de cette vaccination. Donc, en termes globaux, et pour aller très très vite, eh bien, en fait, si on travaille avec un vaccin qui est effectivement disponible et accessible et avec la perspective d'une vaccination globale ou majoritaire de la population dans les différents pays, eh bien, c'est un point de croissance supplémentaire qu'il faut ajouter au scénario que l'on a couramment, c'est-à-dire, par exemple, au scénario de croissance mondiale de 5%, eh bien, c'est quasiment 6% qu'on pourrait viser avec ce vaccin, donc, qui serait mis à disposition. Alors, en termes de calendrier, donc là aussi, c'est important. Donc, potentiellement, on a un point de croissance supplémentaire qui peut provenir. Celui-ci proviendra le plus tôt possible si le vaccin est disponible dès janvier, que les vaccinations vont très très vite au travers des groupes de population que je viens de mentionner. Si simplement ça intervient au deuxième semestre, eh bien en fait, ce point de croissance supplémentaire, il s'effectuera ou il sera visible à partir du deuxième semestre 2021 et il aura encore un effet accélérateur positif sur une partie de la croissance 2022. Donc là, on est avec des effets, je dirais, différés simplement de ces effets de croissance. Mais si, dans le meilleur des cas, si cela intervient rapidement, dès le premier trimestre, eh bien, on a potentiellement ce point de croissance supplémentaire. Le deuxième point qui nous incite aussi à être un peu plus positif, peut-être que le consensus est à être en ligne, je dirais, avec ce qui se passe en ce moment sur les marchés actions notamment, c'est que les stimuli monétaires et les stimuli budgétaires, eux, sont en place. Ils ne vont pas être retirés en 2021, même avec, je dirais, l'arrivée de ce vaccin. Les votes budgétaires, ils sont encore en discussion, donc on va en parler aux États-Unis. Ils sont en train d'être finalisés donc en Europe avec le Recovery Fund. Et puis les États, on l'a vu, dépensent beaucoup, y compris dans cette deuxième vague, notamment en Europe, dans cette deuxième vague de contagion. Donc, au total, on peut avoir un cycle économique qui bénéficie non seulement de l'arrivée du vaccin, d'une reprise un peu naturelle par rapport à une année 2020 qui était en récession, et puis bien entendu l'accélération donc du cycle avec les moyens budgétaires qui arrivent, qui se mettent en place ou qui se prolongent par rapport à ce que l'on avait en 2020. Donc au total, je dirais en fait, il faut être prêt aussi à avoir de bonnes nouvelles sur le prolongement du cycle. C'est pas simplement une année 2021 qui est en forte reprise,
c'est une année 2022-2023 qui pourrait voir effectivement une croissance potentielle, et notamment dans les pays développés, qui augmente significativement par l'accumulation en quelque sorte de tous ces stimuli. Le vaccin, c'est un stimuli, le budget, ce sont des stimuli qui restent en place et les politiques monétaires sont des stimuli. Donc, on voit bien que l'enjeu, en définitive, c'est pas simplement la reprise économique, c'est aussi la durabilité de cette reprise et de casser, en quelque sorte, la baisse structurelle de la croissance potentielle que l'on a vu se mettre en place après les crises de 2008 et de 2012 dans le monde et en Europe. Alors, dans les trajectoires, pour aller très très vite, quels sont les points à suivre dans les différentes économies? J'en ai cité 3, donc qui sont des pays leaders et qui donnent du sens à la croissance mondiale. Pour les États-Unis, bien entendu, on va avoir une croissance donc un petit peu faible au 4e trimestre, ça devrait repartir, relancer donc au 1er trimestre. Et puis, bien entendu, l'enjeu, c'est non seulement le vaccin, on vient d'en parler, mais la conduite de la politique budgétaire. Et là, effectivement, si on est avec un gouvernement divisé, donc un Sénat qui resterait républicain, on va voir ce que donnent les élections donc début janvier, puisqu'il y a encore 2 postes à pourvoir. Si on est avec un gouvernement divisé, donc effectivement, les réformes que pourra mettre en place la nouvelle administration Biden seront à peu près limitées et on ne devrait pas dépasser le $1 trillion de dépenses supplémentaires qui, pour une bonne partie, seraient en définitive la prolongation des mesures d'urgence qui ont été adoptées en 2020. Mais bien entendu, on voit avec notamment l'arrivée de Yellen potentiellement donc au poste de ministre des Finances ou d'équivalent des ministres des Finances donc aux États-Unis, il y a peut-être aussi toujours la possibilité, et notamment si le Sénat changeait de majorité, que l'administration Biden ait en tête le fameux programme en fait qu'ils avaient présenté dans leur plateforme électorale, c'est-à-dire non seulement, je dirais, une relance de l'activité domestique, mais aussi quelques hausses d'impôts ou des dépenses d'infrastructure et en faveur de nouveaux secteurs qui pourraient être importants. Donc, on voit bien que, pour l'instant, il faut toujours, même si on est dans cette administration qui, pour l'instant, est divisée entre un président démocrate et un Sénat qui est encore républicain, eh bien, il faut quand même avoir en tête et garder en tête pour l'année 2021 les programmes en fait sur lesquels ont fonctionné je dirais la plateforme électorale sur laquelle avait présenté et avait été élu aussi en partie Monsieur Biden. La Chine, ça c'est intéressant puisque on a effectivement la redéfinition d'une stratégie. Ça a commencé avec certains congrès qui devraient être officialisés courant mars, mais on voit bien que la Chine, certes, est déjà en reprise d'activité. Et cette reprise d'activité va être consolidée en 2021 par un souci beaucoup plus de développement auto-centré. Auto-centré, c'est-à-dire qu'ils vont, bien entendu, prendre la leçon en fait des 2 dernières années en essayant de privilégier une activité qui est d'abord domestique, la consommation, d'augmenter en gamme leur production et bien entendu d'évoluer vers la nouvelle technologie. L'Allemagne en Europe, c'est le pays effectivement qui, je dirais, tire la croissance de la zone euro. L'économie française, d'ailleurs, pourrait, si elle rebondit correctement et significativement en 2021, on voit bien qu'il y a eu un ensemble de mesures qui ont destiné à essayer de flexibiliser un petit peu l'économie européenne. Donc l'Allemagne et la France pourraient être effectivement, je dirais, de moteurs assez intéressants donc en 2021. L'Allemagne, néanmoins, on le voit bien avec les réactions de politique étrangère, reste dominée par un modèle qui est basé sur les exportations. Donc, effectivement, une administration américaine un petit peu plus détendue par rapport à l'Europe, je dirais un Brexit qui se passerait bien, une Chine qui continue effectivement à importer quand même des biens en provenance de l'Europe, eh bien, c'est un modèle qui favorise l'économie allemande et on voit que celle-ci est encore très, très résistante. Alors, qu'est-ce qui se passe? On en a parlé du côté de la politique budgétaire, c'est le slide suivant, c'est l'autre point important donc à suivre et qui d'ailleurs est abondamment développé dans la revue qui est publiée en parallèle de ces perspectives. On voit bien que effectivement le whatever it takes, donc développé par Draghi, qui a été appliqué et largement appliqué dans l'ensemble des politiques monétaires, se trouve maintenant appliqué donc en politique budgétaire. Et on le voit bien que les États européens, notamment, dépensent énormément dans ce ralentissement et ce confinement du 4e trimestre, dépensent peut-être autant, voire plus, que l'occasion du 2e trimestre. Donc, il y a effectivement de la dépense publique. Cette dépense publique, elle compense les pertes de revenus, mais aussi
effectivement, on le voit bien, derrière simplement la prolongation des mesures d'urgence, l'enjeu, c'est aussi de relancer l'investissement. Et c'est là où l'investissement public a un rôle à jouer. Et c'est peut-être là, même avec l'idée d'un vaccin qui arrive au cours de l'année 2021, que les dépenses publiques votées ou les crédits votés par les parlements vont être utilisés. Alors, si on est avec un vaccin, on utilisera plus, je dirais, en faveur de secteurs d'infrastructure, de climat, de renouvellement, notamment de digitalisation, de nouvelles infrastructures, peut-être que simplement à soutenir des secteurs qui sont à l'arrêt. Et on le voit bien, d'après les études du FMI, dans une période de basse conjoncture, eh bien, on a un effet, je dirais, accélérateur relativement important de l'investissement public par rapport à l'investissement privé et aussi donc en termes d'emploi. Donc, on a un effet, je dirais, leader de l'investissement public dans ces États qui dépensent beaucoup. Eh bien, si on joue le jeu, je dirais, de l'investissement public, eh bien, ça peut effectivement contribuer à ce que je mentionnais donc en début d'exposé, c'est-à-dire une reprise et la prolongation d'un cycle et une croissance potentielle qui est un petit peu plus forte. Qu'en est-il des politiques monétaires et des politiques économiques? C'est ce qui est exposé sur le slide suivant. Et là, bien entendu, pour l'instant, on va avoir des politiques monétaires qui restent, on le voit bien avec le débat actuellement, en fin d'année, la Fed, la BCE vont être obligées, compte tenu des événements donc, qui se passent liés à la contagion et aux effets de confinement, vont être obligées effectivement de redonner encore des stimuli monétaires. Pour la Fed, on l'a vu avec les minutes qui ont été publiées hier soir, ce sera certainement sur, je dirais, l'extension des mesures possibles avec peut-être un allongement de la duration au sein de son portefeuille. Et puis, côté Banque centrale européenne, ce sera probablement l'extension, à la fois en termes de montant comme en termes de durée, de ces achats d'actifs, donc le fameux programme PEPP. Tout cela nous donne une politique économique qui reste très, très, très accommodante. Et effectivement, le but, en fait, c'est d'éviter l'erreur qui avait été menée à la suite des années 2010. On le voit illustré sur le graphe en bas à droite, où la politique budgétaire était devenue restrictive. Et en fait, c'était la politique monétaire qui, au travers de l'expansion des bilans des banques centrales, avait été obligée de compenser pour maintenir des conditions financières attractive. Donc là, peut-être qu'on va avoir moins de restrictions budgétaires et des politiques monétaires qui vont rester sur le mode agressif, c'est-à-dire avec des bilans qui vont être en progression ou au mieux, effectivement, rester à des niveaux élevés. Et cela représente des points importants maintenant, à la fois sur les marchés financiers, notamment les marchés du crédit et les obligations, mais aussi en termes de PIB. Donc au total, vous le voyez, et on conclut là-dessus, et je vais passer la transition aussi sur la partie stratégique, et c'est la conclusion que l'on peut faire. On s'oriente vers un cycle d'activité qui est peut-être déjà une reprise mécanique d'activité, mais une reprise mécanique d'activité qui peut aller plus loin avec, je dirais, l'arrivée du vaccin et avec les stimuli qui sont en place. Et ceci détermine, et ce que l'on voit résumé ici sur le slide suivant, les options donc en termes de stratégie et de stratégie financière. Et pour vous donner la tonalité, là c'est écrit, je ne vais pas aller ligne par ligne, mais vous donner la tonalité de ce que l'on a fait, de ce qu'on est en train de faire, eh bien on reprend du risque-action. On reprend du risque-action avec, je dirais, plus de directionnalité dans les portefeuilles. On avait, bien entendu, orienté nos placements en faveur, je dirais, diversification, mais aussi un déplacement action qui était concentré, la technologie, les valeurs américaines, et avec beaucoup de protections donc en place dans les portefeuilles. Ces protections ont été enlevées et on joue le jeu effectivement de la reprise avec une part action qui augmente, avec un rebalancement au défaveur peut-être des États-Unis, mais en faveur de secteurs beaucoup plus cycliques. Donc on va retrouver les actions européennes. On a aussi bien entendu un biais favorable en faveur des actions chinoises et des actions asiatiques, et aussi d'ailleurs des placements du côté des taux en faveur de cette région. Le problème, effectivement, sur le angle des taux, c'est attention à la duration, attention à la remontée des taux longs. On en a déjà fait une bonne partie, et puis attention aux risques qui sont encore dans le secteur du crédit, puisqu'on est quand même avec une activité qui est faible, et il y a encore effectivement quelques mauvaises nouvelles potentiellement à passer dans le secteur du crédit, et avec un dollar qui devrait encore avoir des étapes, je dirais, de dépréciation. Donc, on voit reprise de risque généralisée, et on va détailler un petit peu ça, ou du moins, je vais vous donner, dans les minutes qui suivent,
je dirais, un overview et une analyse de ce que l'on a en portefeuille et de comment on voit la situation donc par les grandes classes d'actifs. Du côté des actions, à commencer par ça, c'est le slide suivant, et bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, la performance l'an prochain devrait être majoritairement déterminée par la progression des bénéfices. Déjà, c'est remarquable, et je suis même surpris en fait des bonnes nouvelles que l'on a du côté des entreprises. Elles ont été incroyablement résistantes, et on a vu dès le troisième trimestre, effectivement, non seulement de bonnes nouvelles et de bonnes surprises sur la progression des bénéfices, elles ont contenu leurs coûts, et on voit que maintenant le consensus est en train de reconsidérer en quelque sorte, je dirais, le momentum sur les bénéfices. C'est le slide, le graphique que vous avez en bas à gauche. Perspective bénéficiaire donc pour 2021, c'est une sortie de reprise un peu traditionnelle, mais quand même assez forte et qui devrait être prolongée par la perspective du vaccin et des stimuli dont on vient de parler. Et on voit effectivement que les analystes financiers sont en train de reconsidérer les perspectives bénéficiaires sur les secteurs traditionnellement cycliques, dits les secteurs value, ce qui devrait consolider effectivement une assez forte progression des bénéfices. Donc, dire sans le vaccin, peut-être le risque était d'avoir un consensus trop optimiste, mais avec un vaccin qui devient une réalité, eh bien, les chiffres de 30% globalement, mais aussi 40 ou 50% par exemple en zone euro, peuvent devenir à un certain moment réalistes. Alors bien entendu, il faudra être vigilant secteur par secteur, région par région, mais on voit bien que le soutien de la performance des marchés d'actions l'an prochain, ce ne sera pas nécessairement comme cela a été en 2020 la hausse des valorisations. Au contraire, ce serait plutôt, bien entendu, la vraie progression et le retour à la progression des bénéfices. Alors, les risques, je viens effectivement de les évoquer, on peut les mentionner sur le slide suivant. Ils sont liés, bien entendu, donc aux valorisations et, je dirais, au phénomène de flux de portefeuille. Premier point, les valorisations. Et regardez sur le slide qui est sur la gauche, bien entendu, si on prend les PE, alors là, ce sont des trading PE, c'est-à-dire, effectivement, là, on est avec des valorisations qui sont records et qui pourraient rappeler un petit peu les scénarios 2000, 2001, 2002, dans lesquels, effectivement, il y avait eu des ajustements relativement sévères. Mais, à l'inverse de cette zone et de cette période, si on a une progression des bénéfices avec ce rebalancement de la croissance, eh bien, je pense qu'on n'aurait pas justement le même scénario que celui qu'on avait observé en 2001-2002, qui était un scénario effectivement assez difficile. Donc, les valorisations sont à surveiller, mais on devrait avoir un scénario à la fois économique comme de progression de bénéfices qui n'a, je dirais, pas grand-chose à voir. Donc, peut-être une baisse des valorisations, mais qui serait largement compensée par la rotation sectorielle et par la progression des bénéfices. L'autre phénomène, à mon avis, qui m'inquiète peut-être un peu plus que ce simple débat sur les valorisations, ce sont les phénomènes de flux. En définitive, et traditionnellement, comme on l'observe dans ces sorties de récession, eh bien, en définitive, peu de gens avaient cru à la sortie possible de récession. Et on voit bien là les différents styles en fait de gestion et de gestion active sur les marchés d'actions n'ont pas le même positionnement. Donc, s'il est vrai que tout le monde court un petit peu après reconstituer une position action, ce qui permet peut-être de comprendre au jour le jour, je dirais, le rallye qu'on est en train de voir, on voit bien qu'il y a des gestions, des types de gestion qui n'étaient pas en fait véritablement présents ou suffisamment chargés sur les actions, les placements actions, donc au cours du troisième trimestre et qui reviennent effectivement assez brutalement, sans considération de valorisation, donc au cours du quatrième trimestre. Donc ça, c'est des phénomènes de flux qui peuvent être à suivre et qui peuvent nous amener effectivement sur, je dirais, un peu d'excès dans la montée des indices et bien entendu qui va nous amener encore à être vigilants sur les valorisations. Mais on voit bien que pour l'instant, eh bien, en fait, on n'est peut-être qu'au début du changement de vue des grandes gestions agrégées en faveur des actions. Donc ça, c'est à suivre et ça peut être un mouvement qui nous amène encore sur des progressions des indices avec, bien entendu, et c'est ce qu'on va illustrer sur le slide suivant, je dirais des rotations sectorielles. Alors, le débat, on avait axé d'ailleurs notre gestion action sur, bien entendu, la technologie, la pharmacie, des secteurs donc leaders qui avaient extrêmement bien performé donc en 2020. Et puis, avec cette perspective non seulement de reprise, mais de reprise qui se consoliderait et qui accélérerait
avec l'arrivée du vaccin et l'existence des stimuli budgétaires, il faut regarder ce qui se passe dans des valeurs beaucoup plus cycliques, ce qu'on appelle effectivement le côté value. Donc le côté value, il va être déterminé par ce qui se passe sur les ventes, et les ventes avaient été fortement négatives. Donc si on a un rebalancement donc sur globalement l'activité donc dans ces secteurs-là, on aura effectivement un retour en intérêt du côté de ces secteurs, donc beaucoup plus cycliques. Et j'ai mis à côté ce graphe en termes de performance relative, donc le secteur de la croissance par rapport au secteur value. Là, c'est une illustration côté américain. Alors, même si on a un rebond récent, ce graphe est à jour, je vous rassure. C'est-à-dire, on tient bien compte, en fait, de l'évolution récente des niveaux, pas au jour le jour, mais sur les dernières semaines des indices. Donc, on voit bien que si on rentre dans un autre scénario, ça ne veut pas dire que le secteur de croissance ne performera plus, mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir, je dirais, un réservoir de rattrapage du côté des actions. Donc, une incitation globalement à penser à un rebalancement des portefeuilles et mettre dans les portefeuilles et dans la part action, effectivement, eh bien, un peu plus de valeur cyclique, ce qui devrait favoriser notamment l'Europe. Ça a déjà été le cas avec le rallye récent, mais pour l'instant, on en est peut-être, je dirais, qu'à un début. Donc une vision, certes, effectivement, positive, qui est totalement assumée dans notre stratégie et dans ce qui est en train de se traduire dans le changement des portefeuilles. Alors, la technologie, les valeurs de croissance, les transformations, c'est ce qui est illustré sur le slide suivant. Ce qui avait été effectivement le cœur en fait de nos allocations d'actifs au sein des actions et qui a extrêmement bien performé donc en 2020, cela reste d'actualité. Ce sont des thèmes de moyen terme, c'est de la transformation véritablement structurelle des économies et bien entendu, on le voit bien de toute façon, même en revenant après un vaccin, on servira toujours effectivement de ces nouvelles technologies et même aussi, il faut signaler, le business model dans les secteurs traditionnels, cycliques, lui aussi est en train de changer et va changer. Donc ces secteurs-là, ils nous intéressent toujours pour le moyen terme. Qu'est-ce qu'il en est du côté des autres placements et du côté des slides suivants, du côté des placements obligataires. Alors là, la difficulté, c'est bien entendu, c'est de constituer du rendement, de trouver du rendement. La barre est difficile et les taux d'intérêt réels, on le voit avec le coût du capital effectif réel donc en Europe qui avait chuté dans la période 2018-2019 en termes négatifs même, et les États-Unis sont en train de suivre peu ou prou effectivement la même évolution. Donc il est difficile de trouver des rémunérations élevées, des rémunérations attrayantes, et si vous mettez l'inflation même à un niveau bas, eh bien vous voyez sur le graphe effectivement qui est à droite que il y aura effectivement peu, je dirais, de véritables rémunérations réelles en provenance donc des placements obligataires. Attention à la duration, bien entendu, sur le côté obligataire long, même si, à mon avis, ça va faire partie d'un débat au sein de la Fed sur peut-être un petit peu minorer le rebond potentiel de la partie très longue des courbes de taux, mais on le voit bien, on est tiré en définitive, là encore une fois, par une recherche, mais une recherche très forte de rendement, de revenus dans cette partie obligataire. Et pour l'instant, ce qui fait consensus et ce qui, je dirais, nous intéresse en termes d'analyse, eh bien, c'est la dette émergente. On a de la dette chinoise, on a de la dette émergente en portefeuille. Et il est peut-être un petit peu tôt pour l'instant pour se réintéresser, je dirais, au côté high yield. Il y a encore des risques à passer. On voit les faillites, ça peut encore monter. Le recovery rate est en train plutôt de baisser. Et même si ça fait partie des achats, effectivement, de la part des banques centrales, les spreads sont relativement bas. Donc, ce qui fait que le couple rentabilité-risque dans le secteur du crédit, c'est malheureusement, je dirais, un petit peu détérioré. Et donc là aussi, on va être au moins prudent sur les prochains mois ou prochaines semaines. Bon, il y a toujours les facteurs de liquidité donc en fin d'année qui sont à surveiller. Et donc, pour l'instant, on est bien et on semble-t-il, mieux positionné avec, je dirais, des placements en faveur de la dette émergente. Et puis, pour l'instant, on peut avoir un peu de cash qu'on déploiera effectivement si jamais on retrouve des spreads un petit peu plus élevés pour re-rentrer parce que, comme je le dis encore une fois, notre vision sur le cycle d'activité est constructif et positif. Qu'est-ce qu'il en est du côté des autres placements? Et je conclurai là-dessus, donc le slide suivant, avec une vision qui reste, je dirais, négative à l'égard du dollar. Donc,
on n'a pas fini, pardon, et on devrait continuer de voir le dollar s'effriter. Alors ça se fait par étapes, hein, on est presque à 1,20. Certains n'y croyaient pas, donc on peut aller voir au courant de l'année prochaine, même du 1,25, c'est tout à fait possible. Il y a tout un tas de raisons, on peut développer, mais bien entendu, on voit bien le côté twin déficit aux États-Unis, une politique monétaire qui reste agressive et effectivement une relance d'activité globalement qui se fait généralement, c'est ce qui est illustré ici, donc au détriment du dollar. Donc au total, et je conclurai effectivement donc là-dessus, donc prise de risque donc dans la partie action, prudence du côté obligataire, diversification avec la dette émergente et puis attente de retour d'opportunités dans globalement le secteur du crédit, tant américain qu'européen, et une situation qui favorise la baisse du dollar, qui favorise des devises émergentes. On a une vision et une analyse positive sur le yuan, et à terme, ça veut dire qu'on a aussi une vision un petit peu plus positive sur le prix des commodities, des matières premières, et l'or peut jouer. Donc on l'a vu dernièrement, là il est en pause un petit peu en cette fin d'année, mais on retrouvera certainement de l'attrait et de la diversification pour l'or. Je m'arrête là, j'ai parlé comme d'habitude trop longtemps. Je laisse la parole à Fares qui va reprendre et détailler effectivement la partie action, puisque là, il y a beaucoup de matière et ils ont le champ libre pour plein d'opportunités, d'après ce que nous dit la macro, mais des fois, la macro n'a pas toujours raison. Merci Patrice, bonjour à tous et à mon tour de vous remercier pour votre participation. Alors effectivement, dans cette présentation, on va d'abord tenter de répondre à la question brûlante que tous les investisseurs actions se posent, à savoir quel type de rendement faut-il s'attendre pour les actions monde en 2021. On le verra en détail en réalité dans la deuxième partie de la présentation, mais en 2 mots pour ne pas me défiler. Je vais quand même y répondre rapidement. Notre scénario central table sur une progression de 10% du MSCI World l'année prochaine. Et ce, grâce à un rebond de la croissance qui fera plus que compenser la compression de multiples de valorisation dont Patrice parlait précédemment. Mais donc, avant de discuter de ces hypothèses qui nous amènent à ce scénario central, je vous propose d'explorer quelque chose de différent, quelque chose qui, de notre point de vue, est le secret de la surperformance de notre franchise Action Suisse et Globale, et ce, indépendamment des conditions de marché, indépendamment de quel style va fonctionner mieux que l'autre ou de quel secteur va prendre le leadership. Et cette recette se trouve au cœur de notre philosophie d'investissement qui, comme certains d'entre vous le savent déjà, est basée sur la recherche de la création de valeur. Et pourquoi la création de valeur? Tout simplement parce qu'il s'agit, selon nous, du meilleur prédicteur de performance des actions à moyen et long terme. Et on va le démontrer, je l'espère, grâce à une série d'exemples. Donc, dans ce premier slide qu'Agathe a passé, merci Agathe, on va justement commencer par dire qu'on n'invente rien lorsqu'on parle de création de valeur. On va tâcher de rester humble. En tout cas, en tant que concept, il existe depuis bien avant l'événement de l'économie de marché. Depuis la nuit des temps, l'innovation et la compétition sont les principaux moteurs de cette création de valeur. Mais ce qui a changé peut-être dans l'ère moderne, c'est la durée des cycles innovation-disruption. Et là où il a fallu compter des milliers d'années pour inventer la roue, qui, on le sait, a bouleversé la productivité des premières sociétés humaines, on voit que les dernières innovations technologiques, telles qu'Internet ou le machine learning, ont amené cette productivité à des sommets inégalés, et ce, en un temps record. Donc, tout l'enjeu pour les investisseurs que nous sommes, c'est de trouver les entreprises qui vont contribuer à créer de la valeur dans un écosystème qui est en constante révolution, et d'éviter les entreprises qui vont détruire cette valeur, par exemple, en raison de leur impact néfaste sur l'environnement. Donc, cette création de valeur, on la mesure par le niveau de cash flow que la société génère par unité de capital investi. C'est une légère déviation par rapport à ce que nous dit la théorie financière qui préfère se focaliser sur le return on equity. Nous, on préfère les cash flows qui sont plus stables, qui ne mentent pas, qui sont pas sujets à interprétation. Et qui sont de manière générale plus difficiles à manipuler. Et ce que vous voyez dans le graphique du bas, c'est le cycle de création, destruction de valeur pour l'immense majorité des entreprises. En effet, plus de 90% d'entre elles, 90% pour nos clients français qui sont ici aujourd'hui, donc 90% d'entre elles passent d'abord par une phase de croissance des cash flows, puis de stagnation, et qui est suivie par un déclin inéluctable pour 90% d'entre elles en raison des assauts de la compétition.
La suite, c'est soit la banqueroute, soit la restructuration qui ouvre la voie à un nouveau cycle. Et finalement, on observe que moins de 10% des entreprises sont capables de maintenir des cash flows élevés et stables et donc une création de valeur pérenne telle que représentée par la flèche horizontale rouge sur le graphique. Donc, les slides suivants vont nous permettre de démontrer la relation indéniable qui existe entre la création de valeur que je suis en train d'essayer de vous décrire à travers ce cycle de vie des cash flows. Donc, cette relation indéniable entre la création de valeur et la performance des actions en bourse, parce qu'effectivement, je le répète et je vais le répéter encore, le meilleur prédicteur de performance, c'est en ce qui nous concerne, c'est notre conviction qu'on a acquise en plus de 10 ans de gestion sur la franchise suisse et globale, c'est la création de valeur. Donc, le slide suivant, je pense que la meilleure façon de le lire, c'est de regarder colonne par colonne, société par société. On va donc commencer par illustrer cette relation avec des exemples de sociétés individuelles. Sur la gauche, vous trouvez Square, une société californienne qui est connue pour ses lecteurs de cartes de la même forme, mais ils ont d'autres services que je ne vais pas décrire ici aujourd'hui. Et ces lecteurs de cartes ont finalement facilité l'accès au paiement par carte aux petites et moyennes entreprises qui n'avaient pas accès à ce genre de solution qui était trop onéreuse par le passé. Donc, ils ont révolutionné le monde du paiement pour les PME. Ce qu'on observe, c'est que le rendement des cash flows de Square, c'est donc le graphique qui est en haut à gauche, il est en constante croissance. Il a commencé dans des territoires négatifs, donc dans une phase de destruction de valeur, puisque la société investissait dans sa première phase de cycle de vie. Mais il est passé au point mort entre 2015 et 2016, et pour la première fois, on a créé de la valeur en 2017 quand ce rendement des cash flows est passé au-dessus du coût du capital. Ce qui est encore plus intéressant que la trajectoire des cash flows, c'est de voir comment l'action de Square a performé en bourse durant cette période. Vous voyez la progression exponentielle de ce type d'entreprise dont les cash flows sont en croissance constante. Le cours de bourse récompense ce type de création de valeur. Et évidemment, l'enjeu pour les investisseurs, on va pas faire l'exercice aujourd'hui, mais c'est de comprendre si ces cash flows futurs, donc les histogrammes roses, peuvent continuer leur progression et justifier un investissement à ce stade, ou si le groupe est sur le point d'atteindre le pic de ses rendements qui seront suivis ensuite par une lente érosion. Le deuxième cas, c'est un autre profil de société qui est dans une phase de cycle de vie différente. C'est Roche, que je ne présente plus, et dont le profil de rendement des cash flows est très différent de Square, comme vous le voyez. Depuis plus de 20 ans, Roche réalise la prouesse de maintenir ses cash flows largement au-dessus du coût du capital de façon constante, année après année, générant une valeur importante pour les investisseurs. Et la performance qui en résulte en termes boursiers, si vous regardez le graphique du bas, elle est moins spectaculaire que celle de Square, mais elle a le mérite d'être pérenne, de bonne qualité et bien meilleure que celle du MSCI World. Et puis enfin, pour faire bonne mesure, un troisième exemple, cette fois-ci, d'une entreprise qui détruit de la valeur ou qui a cessé d'en créer, c'est Total, qui pendant de nombreuses années a effectivement créé une valeur avec des rendements de cash flow au-dessus du coût du capital, mais qui malheureusement est tombé en dessous de ce coût du capital en 2013, détruisant de la valeur pour les actionnaires. Et le résultat est sans appel. L'action du groupe, qui jusqu'à 2013 battait le MSCI World, sous-performe depuis de manière assez marquée et devrait continuer de sous-performer tant que ces cash flows futurs, je répète, les histogrammes roses qui représentent nos estimations en tant que gérant, tant que ces histogrammes roses resteront sous le coût du capital. Donc, une démonstration déjà sur des valeurs individuelles pour illustrer cette relation qui existe entre la création de valeur et l'évolution du cours de bourse. Si on passe au slide suivant, on va essayer de continuer cette démonstration au niveau des pays et des régions, puisque si le principe fonctionne au niveau des entreprises individuelles, intuitivement, il devrait se vérifier à l'échelle d'un marché entier. Et le graphique de gauche vous montre la surperformance des actions suisses contre le MSCI World depuis 20 ans. Donc, si notre hypothèse est correcte, cette surperformance, elle doit être supportée par une création de valeur du marché suisse par rapport à celle du MSCI World. Et à droite, en effet, on observe la création de valeur, je vous le rappelle, qui est mesurée par le rendement des cash flows moins le coût du capital, donc c'est l'écart des rendements sur différentes régions. En effet, on voit que les deux meilleurs élèves sont la Suisse et les États-Unis, dont les marchés actions sont les plus performants à long terme. Je vous apprends rien ici. Et plus bas, on constate que l'Europe en jaune et surtout le Japon en gris ont plutôt tendance à détruire de la valeur à long terme avec des rendements négatifs
qui arrive au résultat suivant. Malheureusement, c'est une sous-performance assez structurelle du MSCI World. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'année où il ne faut pas acheter le Japon ou l'Europe. On a aussi d'ailleurs, on peut exprimer cette préférence dans nos portefeuilles. En revanche, il est indéniable que tant que l'Europe et le Japon ne parviendront pas à créer de la valeur à long terme à l'image de ce que font les États-Unis et la Suisse, il y a fort à parier que la surperformance de ces zones géographiques sera plutôt ponctuelle et non pas structurelle. On va continuer cette démonstration sur les styles d'investissement au slide suivant. Et ça, c'est un débat qu'on a avec beaucoup d'investisseurs, beaucoup de clients. Il est indéniable, une fois encore, que les investisseurs quality and growth ont eu de belles années depuis plus de 10 ans, et qu'il est donc tentant de faire un all-in sur le value en 2021. Il n'en reste pas moins que cet exercice de trouver quel style va surperformer d'une année à l'autre nous paraît extrêmement périlleux, et c'est donc pas ce que nous faisons dans notre franchise. Si vous regardez le tableau du bas, vous voyez effectivement que d'une année à l'autre, l'ordre de quel est le style qui prend le leadership peut changer de façon violente et imprévisible. Et donc, on laisse cette manière de gérer à d'autres qui le font probablement mieux que nous. De notre côté, on préfère se focaliser, encore une fois, sur la recherche de la création de valeur qui peut être décelée dans n'importe lequel de ces styles. Je le répète encore une fois, c'est agnostique en termes de style. Et si on passe au prochain slide, vous allez comprendre pourquoi on est focalisé sur la création de valeur plutôt que sur l'investissement, le style investing. On a demandé à Crédit Suisse de s'appuyer sur sa base de données ALT afin de calculer la performance des sociétés qui génèrent la plus forte création de valeur. Encore une fois, ce fameux rendement des cash flows moins coût du capital, et de traquer la performance de ce segment de marché sur une très longue période, et de le comparer avec les autres styles, avec l'indice, avec les entreprises qui généraient moins de valeur. Et le résultat, c'est la courbe orange que vous voyez sur le graphique, qui montre la chose suivante de manière assez éloquente. C'est que si vous trouvez les entreprises qui génèrent le plus de valeur dans le marché, eh ben vous ferez mieux que le MSCI World à long terme, ainsi que les autres styles. Et évidemment, tout le nœud est de réussir à trouver ces entreprises. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis plus de 10 ans, et c'est ce qui explique, selon nous, notre performance. Et pour clôturer cette démonstration et revenir sur les perspectives en tant que telles, je vous propose de passer au slide suivant et d'observer, si vous me le permettez, le track record du 30 Global Leaders que certains d'entre vous connaissent déjà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette stratégie, on parle ici d'un portefeuille concentré de 30 entreprises globales, entreprises pérennes qui sont capables de battre cette fameuse érosion des cash flows qui est due à la compétition. Rappelez-vous l'exemple de Roche, par exemple. Et ça, c'est grâce à leur capacité à innover et à maintenir des barrières à l'entrée élevées. Et cette façon d'investir, donc de focaliser l'investissement uniquement sur des entreprises avec des cash flows élevés et stables, elle nous a permis de surperformer le MSCI World 9 années sur 10, sans compter 2020 qu'Olivier a mentionné en début de conférence, sans compter 2020 puisque l'année n'est pas terminée. Donc, étant un peu superstitieux, je vais pas en parler encore tout de suite. Mais sans compter 2020, on est 9 années sur 10 au-dessus du MSCI World. Et je le répète, c'est en se focalisant uniquement sur les entreprises qui génèrent une valeur élevée et stable en termes de rendement de cash flow. Et dans le slide suivant, sans surprise, vous constaterez donc que dans le 30 Global Leaders, en termes d'allocation géographique, ce sont la Suisse et les États-Unis, ainsi que la France, en réalité, qui est un pays avec une forte création de valeur également, qui sont surreprésentés dans notre allocation géographique. Encore une fois, on est agnostique par rapport au pays. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est les cash flows, et le gisement d'opportunités en Suisse, aux États-Unis et en France étant plus important. Ce sont des zones géographiques qui sont bien représentées dans le produit. Et c'est également sans surprise, si on se focalise sur le graphique du milieu, que la création de valeur du 30 Global Leaders, cette ligne orange, est largement supérieure à celle que vous obtiendriez en investissant sur des actions japonaises, européennes, mais également suisses et américaines. Donc, on a réussi à trouver depuis 2010, depuis le lancement de cette stratégie, de manière consistante, les entreprises qui géraient le plus de valeur à long terme. Et donc voilà un petit peu comment cette démonstration se termine. Le dernier graphique que vous voyez à droite, on pourra y revenir dans les questions-réponses. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez l'opportunité de poser ces questions-réponses dans le chat.
et on les reprendra à la fin de la conférence. Mais un point que je voulais faire peut-être, c'est que la surperformance que vous avez vue sur le 30 Global Leaders, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'a pas été réalisée en étant particulièrement surpondérée sur la technologie, qui est de loin le secteur qui a le mieux performé ces 10 dernières années. Donc, on n'a pas bénéficié d'une allocation sectorielle particulièrement incroyable de ce point de vue-là. Et même si on aime ce secteur, on est plus à l'aise de rester neutre sur un secteur où il y a beaucoup de disruption, où les barrières à l'entrée sont difficiles à maintenir. Et donc, on préfère garder ce positionnement neutre. Ça nous permet aussi de dormir un petit peu mieux en cas de rotation sectorielle telle que celle que Patrice a mentionnée durant sa présentation. Donc, pour passer maintenant à la deuxième partie de la présentation, qui sera un petit peu plus rapide pour laisser un peu de temps aux questions-réponses, je vous propose de passer au slide suivant. Et premièrement, il est indéniable que les niveaux de valorisation sont plus élevés que les moyennes historiques, que ce soit en PE, en price to book, en dividend yield, même si c'est un peu moins marqué. C'est les 3 graphiques que vous voyez sur ce slide. Et en termes de PE, par exemple, on est à une prime de 25% par rapport à l'historique, à environ 20 fois aujourd'hui, 12 months forward, par rapport à 16 fois historiquement. Donc oui, les valorisations sont chères. En revanche, gardez à l'esprit que ces multiples s'appliquent sur des niveaux de bénéfices par action de bas de cycle, après une chute de près de 30% des BPA en 2020. Ils ne font donc probablement que refléter un retour à la croissance en 2021, et c'est d'ailleurs ce que l'on pense. Pour illustrer un peu la manière dont les cycles sont divisés, je vais me servir de quelques graphiques de Goldman Sachs qui sont au slide 26, le slide suivant. Un cycle de marché qui peut être divisé en 4 phases. La première phase, c'est la phase de désespoir, qui est typiquement marquée par une décroissance des bénéfices accompagnée par une compression de multiples, donc les rendements sont extrêmement mauvais durant cette phase de cycle. Ensuite, on a la phase inverse, la phase d'espoir, qui est également marquée par une décroissance des bénéfices, mais cette fois accompagnée par une expansion de multiples, donc cet espoir que je mentionnais. Et c'est à notre sens la situation dans laquelle on était en 2020, compression des bénéfices et expansion des multiples. Cette phase d'espoir, elle est suivie par une phase de croissance qui est caractérisée par un rebond marqué des bénéfices. Encore une fois, c'est le scénario central que nous avons et que Patrice a ébauché durant sa présentation. Mais ce rebond des bénéfices sera accompagné par une normalisation des multiples et c'est ça notre scénario pour 2021. Et puis enfin, rapidement, la phase d'optimisme qui suit, c'est la phase où les rendements des actions sont les plus intéressants. Donc, pour 2020, si on passe au slide suivant, notre scénario central, on en a fait 3, je vais les balayer rapidement. Notre scénario central, c'est un rebond des bénéfices par action d'environ 30%. C'est légèrement au-dessus du consensus, qui est à 28% de mémoire, au fur et à mesure que l'économie se rouvre, notamment grâce à la distribution des premiers vaccins au premier semestre 2021. Ce rebond sera accompagné, comme je le disais précédemment, par une normalisation des multiples PE à 12 mois. On parle d'une normalisation de l'ordre de 15% en ce qui nous concerne. Et puis, en multipliant évidemment ces BPA par cette compression de multiples et en y ajoutant les rendements de dividendes, c'est la formule arithmétique qui figure sur ce slide, on arrive à des rendements 2021 de 10% pour les actions, donc des rendements plutôt décents pour la classe d'actifs, qui seront donc marqués par un rebond des bénéfices, comme on l'a expliqué précédemment. On a construit un deuxième scénario, un bear case. Évidemment, le bear case existe toujours et il repose sur une deuxième vague plus longue et plus douloureuse qu'anticipée, un retard sur la distribution des vaccins et une vague de faillite des PME. Dans un tel scénario, une deuxième année consécutive de baisse des BPA serait cette fois accompagnée par une forte compression des multiples et une performance associée de moins 40% dans la classe d'actifs. Je ne veux pas vous effrayer ce matin, c'est pas notre scénario le plus probable. En revanche, effectivement, c'est quelque chose qu'on observe avec attention, c'est de voir à quelle vitesse l'économie va se rouvrir en 2021. À l'inverse, on a aussi un bull case, qui n'est pas le scénario le plus probable, qui s'appuie sur une reprise synchronisée des différentes régions, donc une reprise qui sera renforcée par les stimuli fiscaux dont Patrice a parlé tout à l'heure, et qui pourrait justifier des rendements des actions monde de 24% l'année prochaine. Mais voilà, long story short, ce sera 10% notre scénario central pour 2021, basé sur un rebond des bénéfices par action
et une compression des multiples. Et puis, dernier slide de conclusion en ce qui me concerne, et puis on pourra aborder les questions plus précises lors du Q&A. Trois points. Premièrement, notre façon d'investir, notre recommandation, c'est de toujours sélectionner des entreprises créatrices de valeur. Je le répète, c'est le meilleur gage de performance des actions en bourse. Le meilleur prédicteur, c'est la création de valeur. Deuxièmement, on est plutôt pour du stock picking, faire preuve de sélectivité sur les titres. On ne pense pas que la stratégie d'acheter des indices, d'acheter des secteurs entiers ou même des styles soit le lieu où on peut vous apporter de la valeur. On est des stock pickers et c'est de cette manière qu'on a généré notre track record depuis 10 ans et on va continuer à le faire. Donc ne comptez pas sur nous pour changer notre style de gestion et passer tout d'un coup sur du style investing. C'est pas ce qu'on fait. Et puis troisième conclusion, c'est de rechercher des expositions à des tendances séculaires, de croissance séculaire, parce que ces tendances sous-jacentes, c'est elles qui vont être finalement le meilleur indicateur de création de valeur et, une fois de plus, j'y reviens, de performance de vos portefeuilles à long terme. N'hésitez pas à faire suivre vos questions à vos contacts habituels chez UBP. On aura le plaisir d'y répondre avec Fares et Patrice. Merci pour votre exposé. Je crois que le meilleur des mondes nous attend. Je prends un message résolument positif, même si je comprends qu'il y aura une certaine nécessité à rester actif et sélectif dans tous les investissements, dans toutes les classes d'actifs au regard des flux et des valorisations. En tout cas, vous pouvez retrouver au travers de notre brochure sur notre site ubp.com tous ces éléments, toutes nos perspectives et nos convictions au travers de notre brochure. Et vous pouvez également suivre nos experts en vous abonnant à nos différentes publications. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, au nom de toute l'équipe UBP, on vous souhaite à tous une excellente fin d'année. J'espère que l'exposé vous aura éclairé. En tout cas, on formule tous l'espoir de vous revoir rapidement en 2021. Merci et à bientôt.